directeur du CCIF, statisticien, militant antiraciste, militant contre l'islamophobie. Marwan, bonsoir à toi. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et Omar nous fait une transition. C'est quoi la situation aujourd'hui par rapport à ces annonces-là de menaces de dissolution du CCIF, mais pas que, d'un certain nombre d'autres associations et ONG aujourd'hui? On est tous dans un état émotionnel qui est vraiment partagé, d'une part entre la sidération, le choc, la tristesse, la douleur, le deuil, surtout à chaque fois qu'on on est en train de s'imaginer les images du prof qui sort de l'école et qui se fait attaquer comme ça. Et chacun d'entre nous qui a grandi maintenant, chaque père, chaque mère de famille, chaque personne qui se rappelle de son prof d'enfance, de sa maîtresse à l'école, de son prof d'histoire géo, de son prof de maths qui nous cassait la tête et ainsi de suite. Tu te remémores ces images et tu te dis c'est pas possible. Le symbole de l'enseignant, c'est le symbole de celui qui donne, celui qui transmet, celui qui se prend la tête pour transmettre quelque chose de positif. Et quand tu vois les témoignages de profs qui à longueur d'année déferlent dans nos messageries WhatsApp, dans nos entourages, dans nos réunions syndicales, tu vois comment les profs ils galèrent, tu vois comment ils souffrent et comment avec des bouts de ficelle, ils essaient de tenir notre société à bout de bras, notre enfance à bout de bras, notre jeunesse à bout de bras. Tu te dis en fait que c'est les derniers que tu imagines comme une cible en fait. Donc d'un côté, il y a ce sentiment de deuil et en même temps, normalement, l'être humain, il est câblé d'une manière à ce que ce soit des moments de rassemblement, des moments d'émotion, des moments où tu te rappelles que c'est à quel point la vie est importante, à quel point le dialogue est important, à quel point les liens qui nous unissent sont importants, et tu es rappelé alors de manière brutale par en fait, cette espèce de réalité et de mocheté politique dans laquelle notre pays est en train de sombrer maintenant depuis des années. Et c'est ça en fait qui crée les conditions de possibilité pour que, au lieu qu'on soit en fait dans des moments de rassemblement, t'en as en vérité, tu as l'impression qu'ils étaient en train de jubiler parce que ça y est, ils avaient trouvé l'occasion pour mettre la société au bout du compte à l'envers en fait. Au lieu d'essayer de dire qu'est-ce qui nous rassemble et comment on résiste mieux au terrorisme, non, en fait, eux, ils voulaient des cibles, ils voulaient des boucs émissaires. Ils voulaient que, en vérité, comme vous l'avez montré tout à l'heure dans l'extrait, on se sert de ce crime pour aller chercher vengeance. Vengeance, en fait, contre toutes les cibles politiques qu'on avait dans des listings. La gauche, les mouvements populaires, les gens des quartiers populaires, les gens qui dénoncent les formes de racisme en France. Et parmi eux, les gens de confession musulmane. Il nous faut des cibles, il nous faut des gens à désigner du doigt. Il faut qu'on aille faire des rafles, il faut qu'on aille défoncer des portes, il faut qu'on aille trouver des coupables, il faut qu'on humilie des gens dans la rue, il faut qu'on traîne des imams par le col devant leurs parents, devant leurs enfants, devant leurs épouses, devant leurs frères et sœurs, devant leurs familles. Il faut qu'on donne à voir le spectacle de l'humiliation de ceux qu'on a désignés pour cible. Et c'est là qu'on voit en fait la fonction opérationnelle et politique qu'opèrent les perquisitions. Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est quand même terrible l'aveu du ministre de l'Intérieur qui dit dans La Croix il y a quelques jours, en fait, ces perquisitions, elles ne sont pas là pour servir un but d'investigation. Elles ne sont pas là pour servir un but de lutte contre les criminalités, que ce soit contre le trafic de drogue, le grand banditisme ou la préparation d'actes terroristes. Elles ne sont pas là pour ça, en fait. Elles sont là pour envoyer un message. Et le fait d'utiliser les moyens de l'État, que ce soit les moyens de l'éducation, les moyens de la santé, les moyens de la sécurité, les moyens de la surveillance et du renseignement, à des fins qui ne sont plus des fins initialement de service public et de mise en sécurité, de protection en fait, des citoyens, mais à des fins politiques, coercitives ou d'intimidation, ça, c'est la définition même de l'ordre arbitraire. Ce que l'on est capable, nous, citoyens français, de voir avec beaucoup de lucidité dans des pays qui sont des pays et des régimes autoritaires, ce que l'on pointe du doigt, on ne se rend même pas compte qu'au fur et à mesure, c'est des réflexes qu'on est en train de créer chez nous. Et on a parlé des perquisitions et tu mentionnais aussi le ciblage des associations. En tête de liste, Baraka City et le CCIF, on est quand même en train de parler… Il y a une chasse aux sorcières réellement, là, Marwan, dans la période. Ben là, en fait, c'est littéralement le terme que tu peux utiliser. Tu peux parler de McCarthyisme, tu peux parler de chasse aux musulmans ou aux structures musulmanes ou aux structures autonomes, mais pas que, parce qu'on voit très bien en fait la dynamique. Là, on est en train de parler de deux associations, par exemple pour celle que j'ai mentionnée, dont l'une est une association humanitaire, dont le cœur opérationnel est de distribuer des repas et de creuser des puits. Tu peux avoir 25 000 désaccords politiques, idéologiques, théologiques, stratégique avec les gens qui animent ces structures, mais ça reste une structure humanitaire. CCIF lutte contre le racisme.
défense et préservation des droits humains. C'est une question qui revient beaucoup parce que je pense, moi-même, en tant que musulman en France, je vais dire, le CCIF, on va le connaître de loin, c'est-à-dire on va entendre la structure. Et c'est vrai que lorsqu'on l'entend dans les médias, c'est uniquement par le prisme le plus détestable, si je puis dire, c'est-à-dire d'essayer de vous frapper du sceau d'être attaché aux frères musulmans, d'être financé par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, par ceci, par cela. Je dis vraiment ce qu'on peut entendre dans les médias. Et du coup, le fait de t'avoir aussi au niveau de Révolution Permanente dans ce live, et notamment pour toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui suivent ce live-là et qui sont sincères et qui ont vraiment envie de savoir, de comprendre c'est quoi les bases du CCIF et c'est quoi votre rôle au quotidien en fait et pourquoi vous êtes attaqué aujourd'hui par le gouvernement. Ok. Donc, déjà, par rapport à tout ce qui est dit dans l'espace politique et médiatique, c'est normal que des racistes prennent pour cible des associations antiracistes et les calomnies et les scènes. Donc, structurellement, ça doit choquer personne. Maintenant, le travail du CCIF, c'est quoi en fait? Il suffit de voir son staff, son travail, la manière dont est utilisé son budget, la manière dont est financée son activité et ce qui est publié dans les rapports. Et on se rend compte que, du point de vue du financement, c'est uniquement les dons et les adhésions de gens qui considèrent et qui voient que le CCIF fait un top travail. Le top travail du CCIF, c'est quoi? C'est d'avoir des juristes et des gens qui sont là pour assister des victimes de discrimination et de violence. Ça veut dire que chaque année, il y a 3000 personnes, 3 à 3500 personnes qui appellent le CCIF et qui disent « Voilà ce qui m'est arrivé. On m'a refusé un poste, on m'a exclu d'une formation, on m'a refusé l'accès à un restaurant et j'ai besoin qu'on m'aide. » Et sur ces actes-là, le CCIF va voir tous ceux qui sont illégaux, tous ceux qui ont une motivation raciste, en l'occurrence ciblant la religion des personnes, et va les assister par médiation. Donc, à chaque fois, il y a 800-900 dossiers qui sont gérés et on aide les gens à accéder à leurs droits exactement. Par exemple, pour les camarades qui sont proches d'un syndicat, quand tu vois que tu t'es fait refuser quelque chose injustement au travail, que tu vois qu'au niveau hiérarchique, il y a un traitement qui est autoritaire et qui est arbitraire et qui est injuste envers le salarié, tu as toujours un camarade du syndicat qui dit tiens, dans la convention collective, voilà comment on peut régler ce cas par médiation, voilà comment on peut apaiser. Ce travail qui est fait spécifiquement dans le cadre salarial et professionnel, le CCIF, il le fait à l'échelle nationale par rapport à des questions de racisme qui visent nos concitoyens musulmans. Comme une association qui lutterait contre l'antisémitisme ou il y en a des tas qui existent, quoi, contre la négrophobie. Ni plus, ni moins. Mais j'aimerais dire deux choses en fait à nos amis de gauche, responsables syndicaux, militants, associatifs ou investis dans des partis politiques. Vous avez là pendant les derniers jours, quand vous vous faites traiter d'islamo-gauchiste, quand vous vous faites dénigrer, quand vous vous faites siffler dans des réunions, vous avez une infime impression, un infime aperçu de ce que les musulmans vivent à échelle fois 1000 le reste de l'année et depuis des années. Et vous vous dites, mais c'est injuste, mais pourquoi ils nous font ça? Ce n'est pas la réalité. On est des militants contre le racisme. Pourquoi ils nous traitent d'islamo-gauchistes et de sympathisants avec l'islamisme et ainsi de suite? Et c'est exactement la même chose pour nous. Le simple fait de dénoncer en fait une forme d'unanimité de la part des élites face à la stigmatisation de nos concitoyens musulmans, ça nous classe dans une catégorie de la défiance vis-à-vis des élites. De la même manière que poser la question de la redistribution des richesses, ça nous place dans une catégorie. De la même manière que poser la question du monopole de la parole libérale et parfois raciste et autoritaire dans certains médias, ça nous met dans une catégorie. Et à chaque fois qu'on touche en fait à la ligne de pouvoir, que cette ligne de pouvoir elle soit sociale, que cette ligne de pouvoir soit géopolitique, que cette ligne de pouvoir soit raciste, au bout du compte, à chaque fois qu'on touche cette ligne de pouvoir-là, on se fait classer dans une catégorie. C'est pour ça que, bien entendu, que l'islamophobie, elle est une problématique de racisme. Et c'est comme ça qu'il faut l'adresser. Mais il faut aussi comprendre que cette forme de racisme, comme la négrophobie, comme les violences policières, comme l'antisémitisme, comme le racisme anti-rom, a des manifestations sociales et violentes, a des moyens de lutte qui sont juridiques et communicationnels et préventifs, mais elle a aussi des ressorts et des motivations qui sont d'abord et avant tout politiques, parce qu'aujourd'hui, stigmatiser les Noirs, stigmatiser les Arabes, stigmatiser les Roms, les musulmans et les quartiers populaires, ça permet d'envoyer des signaux triple feu vert à l'extrême droite. Et ça, c'est un moyen de conquête politique pur et simple.
Une petite question, Marwan. Après, je donnerai la parole à Inès Rossi, qui est membre du collectif féministe du Pain et des Roses. Tu vois peut-être la question que je veux te poser, c'est est-ce que toi, tu as pu constater, on va dire, allez, sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, une hausse des actes islamophobes, des agressions, des licenciements, et aussi, si tu peux nous dire les particularités notamment qui touchent les femmes qui portent le voile ou non, mais en tout cas la catégorie des femmes qui est la plus opprimée, que ça soit dans les médias, que ça soit dans les entreprises et autres, celle à qui on essaye de donner les moins de droits possibles. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres et ta vision de ce qui se passe? Ça marche. Alors, je vais essayer de faire super speed. Comme ça, vous voyez la séquence au ralenti, ceux qui ont vraiment besoin des infos. De toute façon, si vous prenez le temps de lire les 2-3 derniers rapports du CCIF, vous allez non seulement avoir les chiffres et des actes, et ensuite, vous allez avoir des analyses qui vous expliquent un peu les grands enjeux. Mais pour faire simple, entre 2013 et 2020, on passe entre une fourchette entre 150 et 200 actes par an à une fourchette autour des 800-900 actes par an. Donc, on fait x6. D'accord? Ensuite, la prépondérance des femmes parmi les personnes qui sont visées, elle est une dominante, elle est une majeure qui est écrasante. Ça veut dire, en fait, ça varie entre 75 et 80% d'une année à la suivante. Parmi les personnes qui sont cibles d'actes de violence et de discrimination, ce sont les femmes. Et si on se concentre uniquement sur la partie qui est agression violente, cette majorité-là, elle passe de 70 à peu près 90%. Ça veut dire que les femmes musulmanes ou les femmes perçues comme musulmanes sont l'essentiel de la cible des racistes, à la fois parce que l'islamophobie, elle est une forme de racisme qui est intersectionnelle, elle se mélange avec du racisme anti-arabe, du racisme anti-noir, de la négrophobie et du sexisme aussi. Et aussi parce que les agresseurs, en fait, sont des lâches tout simplement. Donc, ils s'attaquent plus particulièrement à des personnes qu'ils identifient comme vulnérables, des jeunes femmes ou des mères de famille qui ne sont pas accompagnées dans ces moments-là. C'est quoi les actes les plus courants d'agression vis-à-vis des femmes? Tu vas avoir du refus d'accès, discrimination simple. Tu vas avoir du refus d'inscription dans des formations ou des salles de sport. Ensuite, tu vas avoir dans la rue des gens qui attrapent les femmes par le foulard et qui les leur arrachent. Tu vas avoir des gens qui leur crachent à la figure ou qui les bousculent. Tu vas avoir des agressions lourdes avec des coups portés et des violences significatives. Et dernier point par rapport à cet aspect sexiste en fait du fait islamophobe, c'est que en fait les femmes qui portent le hijab, le foulard donc, ou les femmes qui ne le portent pas, vont avoir des niveaux de discrimination toutes les deux. Ça veut dire qu'en fait, celle qui porte le foulard, en général, quand elle est ciblée par un acte islamophobe, elle va être ciblée dans une notion d'accès dans l'accès au travail, dans l'accès au logement, dans l'accès à une formation, dans l'accès à un événement associatif, alors que la femme, musulmane ou non, qui ne porte pas le foulard, mais qui est supposée musulmane, elle va être atteinte par d'autres moyens de discrimination. D'accord? Ça veut dire qu'elle va être dans son évaluation au travail, dans son accès à la promotion, dans son accès à une subvention ou à un poste de recherche universitaire, dans son évaluation par rapport aux autres, dans les remarques qu'on lui fait dans le cadre du travail, on va se permettre, vis-à-vis d'elle spécifiquement, parce qu'on la suppose et on la sait de confession musulmane, on va se permettre un traitement particulier vis-à-vis d'elle. Je dis ça pour qu'on comprenne bien que le foulard, ça peut être un marqueur qui est très identifiable de l'appartenance musulmane, mais le fait de ne pas le porter, ça ne protège pas les femmes de ce type de discrimination, exactement comme c'est le cas pour les actes sexistes de manière générale. Marwan, pour revenir un petit peu avec toi, en quelques mots, on était sur la dissolution du CCIF. Est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots en fait pourquoi il va être central dans la prochaine période en fait de défendre les associations, les ONG et autres, un peu dans le sens de ce que disait Youssef? On va se tourner vers l'avant, on va se tourner vers l'action avec des messages qui vont être très clairs. Parce que ces débats sur la réalité de l'islamophobie, la nécessité de la lutte, le fait que ce soit connecté entre questions de racisme et questions sociales et ainsi de suite, honnêtement, je pense qu'on a tous un doctorat et ceux qui ne le voient pas et ceux qui ne le comprennent pas ne veulent tout simplement pas le voir et ne veulent tout simplement pas le comprendre.